Hawaï. Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Rendre la résidence alternée obligatoire dans cas de séparation, c'est la proposition faite par le sénateur Iacovelli il y a quelques semaines. Et elle soulève autant de réactions que de questions. On en parle dans quelques instants avec nos invités. Connaissez-vous Alice Guy, la première réalisatrice de l'histoire et surtout celle qui a inspiré nos invités dans l'écriture de la pièce Alice Guy, Mademoiselle Cinéma. Ça se passe au théâtre Le Funambule à Paris. Ils seront avec nous en seconde partie de cette émission. Dans son panorama, Louise Garottiard vous révélera tout ce qu'il y a à savoir sur le prix Goncourt. Mais avant cela, place à l'actualité de l'éducation avec Louisa. Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec cette fillette de 11 ans qui a été bloquée en zone d'attente à l'aéroport de Paris-Orly avant d'être libérée. Alors qu'il n'est pas contesté par le ministre de l'Intérieur, que le père de la requérante disposerait toujours de la nationalité française, de même que ses sœurs, le refus d'entrer sur le territoire qui a été opposé à l'enfant porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, a affirmé le juge dans une ordonnance à l'AFP. Pour rappel, la jeune fille de 11 ans, française, née au Sénégal, était retenue en zone d'attente à l'aéroport de Paris-Orly dans un espace de 3 mètres carrés avec quelques jouets, une télévision et séparée de l'espace adulte par un paravent. Une situation ubuesque pour maître Sami Djemaoun, avocat de la fillette, qui précise à l'AFP qu'on lui avait retiré à l'arrivée son passeport français délivré en 2020 à Dakar. La fillette a pu rentrer chez elle ce mercredi après 5 jours de maintien dans la zone d'attente. L'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers dénonce les conditions de rétention des mineurs en France. Je cite, « Chaque année, des centaines d'enfants sont enfermés aux frontières françaises en violation des conventions internationales. » Cette association demande la fin à cet enfermement de mineurs en zone d'attente dans un communiqué. On se rend désormais dans le Gard. Une institutrice de 59 ans a été mise en examen pour violence sur plusieurs de ses élèves. Mise en examen jeudi pour violences aggravées sur mineurs de moins de 15 ans par une personne chargée d'une mission de service public et dans un établissement scolaire. Voici ce qu'a annoncé le procureur d'Alès à l'AFP. Début octobre, un parent d'élève avait alerté sur les comportements déplacés de l'institutrice. Une enquête avait été ouverte auprès du commissariat d'Alès. À date, ce sont 6 élèves de CM1 qui ont été touchés. Voici ce que confiait Abdelkrim Grini, le procureur d'Alès sur France Bleu, des propos recueillis par Maya Baldouro-Fredon et Ludovic Labastrou. Les enfants révèlent essentiellement des faits de violence psychologique, des brimades, mais aussi des violences physiques sur l'un des enfants et notamment une jeune fillette de 9 ans. Des traces de coups ont été relevées, notamment au niveau de la main. Et puis essentiellement des brimades, des propos dégradants, humiliants, grosses fesses, t'es nul, t'arriveras à rien. D'après les enfants, elle leur prenait aussi leur goûter, plus dans un but de les punir, de les sanctionner. Les parents nous indiquent aussi que beaucoup d'enfants avaient du mal à aller à l'école et surtout certains vomissaient, avaient mal au ventre à l'idée d'aller à l'école parce qu'ils craignaient de se retrouver dans cette situation. Une personne qui nie les faits, qui ne comprend pas ce qu'on lui reproche et qui, en plus, pense que les comportements qui sont mis en avant n'ont aucun fondement. Si l'institutrice, je cite, conteste les faits, elle a pour le moment l'interdiction d'exercer un métier en lien avec les mineurs, de contacter les victimes et leurs parents et devra suivre un parcours de soins. Mise en examen et placée sous contrôle judiciaire, elle encourt jusqu'à 7 ans de prison. Au programme du jour, la ministre de l'Éducation et de la ministre des Sports en déplacement dans le département du Doubs afin de visiter les structures qui reçoivent les élèves en dehors de l'école. Oui, et en images, on peut voir le programme des ministres. Centre des cultures urbaines et présentation des activités sportives du centre de loisirs jeunes au parc urbain de Besançon. Visite de la maison de quartier Nelson Mandela, table ronde, inauguration du tronçon de la piste cyclable du pays de Montbéliard Agglomération. Visite de la salle Omnisport de Bavent. Voici le programme du jour précisé sur le site du gouvernement. Anne Genetepp, ministre de l'Éducation nationale, et Gilles Averroux, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, ont visité Besançon, Montbéliard et Bavent dans le département du Doubs. Objectif, échanger avec les différents acteurs de la cité éducative, mettre en valeur les synergies entre pratiques sportives et mobilité douce, mais aussi valoriser les collectivités et les personnes qui œuvrent à protéger la jeunesse. Tout le déroulé est à retrouver sur le site éducation.gouv.fr, onglet Actualité.
Et on termine ce journal avec des élèves de Sevran qui se sont rendus aux Sables d'Olonne afin de découvrir le quotidien du navigateur Paul Mella. Un peu d'air en effet, l'échappée bleue, c'est le programme lancé en 2020 par le navigateur Paul Mella avec le soutien de la fondation Surfrider qui permet chaque année à des centaines d'élèves de découvrir la voile. Au programme, navigation, récolte des déchets, sensibilisation à la protection des océans. Durant 3 jours, une vingtaine d'élèves de Sevran ont pu s'échapper de l'Île-de-France et découvrir le village du Vendée Globe aux Sables d'Olonne. Et d'après cette vidéo postée sur le Facebook du navigateur Paul Mella, les enfants ont eu l'air de passer de bons moments. On regarde. On ramasse les déchets pour ne pas polluer la terre. Ça va? Ok. Bon alors, ça se passe bien aujourd'hui? Le départ du Vendée Globe, cette course en solitaire et sans assistance, aura lieu le 10 novembre et on souhaite bonne chance au navigateur Paul Mella. Merci Louisa. Rendre la résidence alternée automatique, une proposition du sénateur Renaissance Xavier Iacovelli, une proposition qui fait réagir. Alors est-ce une fausse bonne idée? Faire cesser ces pères démissionnaires dont il parle? Quid de l'intérêt supérieur de l'enfant? On en parle tout de suite avec nos deux invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Élodie Mulon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Élodie. Vous êtes avocate en droit patrimonial et ex-patrimonial de la famille. Noémie Kenkins-Sonigo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, fondatrice de Team Parents. Alors, 4 millions d'enfants, il faut quand même savoir les chiffres, 4 millions d'enfants dont les parents sont séparés et seulement 12% de ces 4 millions sont concernés par la résidence alternée. Comment l'interpréter aujourd'hui, Élodie Mulon? Ces chiffres sont quand même assez bas. Alors, ils sont assez bas pour une raison, alors qu'on n'analyse pas forcément de la même manière avec Noémie. Oui, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Voilà. Ils sont assez bas parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de pères qui ne demandent pas la résidence alternée dans la mesure où ils sont quasiment sûrs qu'ils ne l'auront pas. Et alors qu'ils l'auraient peut-être d'ailleurs du reste. Donc ils voudraient probablement l'avoir. Ils pourraient effectivement être susceptibles de vouloir l'avoir. Mais ils ne la demandent pas. Et puis on est quand même encore sur un modèle... j'allais dire matriarcal pour la résidence, où dans l'esprit, mais même des hommes aussi, c'est souvent à la mère qu'est confié le quotidien de l'enfant. Ce qui pourrait justifier qu'on réfléchisse justement à cette proposition de loi faite par Xavier Iacovelli. Tout à fait, en tout cas de mon point de vue, s'il n'employait pas le terme de garde. Oui, alors justement, on va y venir parce qu'on parle de garde partagée, résidence alternée. Pourquoi vous dites ça? Parce que dans le rapport, il y a encore stipulé garde, c'est ça? À plusieurs reprises, je faillis m'étouffer en le lisant. Je disais à Noémie, on dirait un rapport écrit en 1986, ce qui est quand même dommage, puisque la notion de garde n'existe plus depuis 1987. Donc, Depuis la loi Malhuret, effectivement. C'est une manière de rappeler que l'enfant n'est pas une chose, déjà premièrement, et qu'en plus, l'exercice de l'autorité parentale se fait, est commune finalement. C'est ça, le mot garde, c'est hérité d'un temps où l'enfant était considéré comme un objet, et puis même avant, il était soumis à la puissance paternelle. C'est comme ça, c'est ça l'histoire de notre droit en droit de la famille. Aujourd'hui, l'enfant, c'est un sujet. On a l'obligation d'écouter l'enfant dans les procédures qui le concernent, de décider l'organisation de sa vie en fonction de son intérêt. Et donc, l'enfant est un vrai sujet dans la procédure en droit de la famille et dans l'organisation des vies des parents séparés. Donc, effectivement, le mot garde est un indice pas tout à fait favorable dans la prise en compte de l'intérêt de l'enfant. On ne peut pas utiliser le mot garde et dire que l'intérêt de l'enfant est important. Voilà, mais enfin, c'est un terme qui est souvent repris dans les articles. Dans le langage courant. Dans le langage courant. Or, effectivement, il faut le redire, voilà. Le bon terme, c'est résidence alternée. Alors, on en parle justement parce que l'idée de ce sénateur Xavier Iacovelli, et avant lui, je crois aussi de l'ex-députée Fanta Berete. On dit Berete ou Berete? Je ne sais pas. Berete. Berete, voilà. C'est ça, de redonner une place, effectivement, à la paternité. Peut-être
parce que aussi trop souvent on parle de pères démissionnaires. J'aimerais votre réaction par rapport à cela. Alors oui, effectivement là-dessus on n'a pas tout à fait la même analyse. On a encore aujourd'hui des grandes disparités d'investissement des parents dans la parentalité. C'est-à-dire qu'il y a encore 34% des mères qui sont à temps partiel pour des raisons familiales, pour s'occuper de leurs enfants. C'est seulement 4% des pères. On a beaucoup plus de carrières hachées pour les mères que pour les pères. Et globalement, la parentalité est encore prise en charge principalement par les mères, plus tôt que par les pères. Et donc à la séparation, naturellement, cette différence, elle continue à exister. Donc, bien sûr, on aimerait que la résidence alternée progresse plus et que les pères s'investissent plus, mais même avant la séparation. Donc c'est tout un changement culturel qu'on doit opérer. Moi, je ne crois pas que ce soit avec une espèce de loi magique comme ça, où on décrète qu'il y aura plus de résidences alternées, que ça va fonctionner. Je pense qu'il faut plus d'accompagnement des familles, il faut plus de sensibilisation, même au début de la parentalité, puis jusqu'à la séparation, pour que chacun prenne sa place. Oui, parce qu'on n'apprend pas à être parent, en fait. Ah non. Donc c'est aussi ça que vous portez comme message. Exactement. De sensibilisation et aussi d'aide. Exactement. En fait, c'est toute la question de l'économie du care, du soin. C'est-à-dire que dans les théories de l'économie du care, la valeur la plus importante, c'est la valeur temps. Et où donc les familles, elles doivent bénéficier de temps de professionnels à leur côté pour leur apprendre à être parents, pour leur apprendre à être parents ensemble pendant et après la séparation. Tout ça, ça prend du temps et de l'argent et de la compétence de professionnels pour les accompagner, plutôt que de plaquer un modèle de résidence sur des familles pour lesquelles c'est pas adapté. Alors, quand on parle de cette proposition de loi, forcément, tout le monde s'est insurgé dès le départ en disant attention, les pères violents, les pères, je parle des pères parce que c'est souvent le cas des hommes, hein, c'est une réalité, c'est pas un jugement que je porte, c'est tout simplement les chiffres. Les pères peuvent être violents, l'éloignement géographique aussi. Tout ça, c'est exclu, enfin c'est mis de côté évidemment dans la proposition de loi faite par le sénateur. Alors non, c'est pas mis de côté et c'est l'un des cas d'exclusion de la résidence alternée. Mais en réalité, c'est intéressant le débat parce qu'on parle des pères, des pères, des pères. On voit bien qu'aujourd'hui, on est confronté à une difficulté et Noémie, tu l'as dit. Aujourd'hui, le constat, c'est que c'est encore les mères. Mais en fait, il faut se demander pourquoi. Pourquoi c'est comme ça? Parce que aussi, on est sur la parité partout, sauf dans les familles. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord. Je me dis, il faut quand même avoir une réflexion sur comment on change le regard de la société sur le rôle des parents. Et je pense que ça passe au moment de la séparation par le fait d'envoyer un message aux deux. C'est que l'autre a le droit de s'investir, vous avez le droit de vous investir. Et voilà, alors, effectivement... Mais c'est plus qu'un droit, pardon, Élodie Mellon, mais c'est un devoir, carrément. Alors, c'est là où on en vient... Ça, c'est justement, j'avais été interviewée sur le sujet devoir, qui était vraiment une façon un peu simpliste de résoudre le problème, mais quand même, qui n'était pas complètement idiote, parce que c'est vrai que nous, il y a des pères, d'accord, qui, juste pour emmerder la mère, pour être clair, vont dire, non, oui, je viens, et puis ils ne viennent pas à 18h30 quand la mère attend. Donc elle est avec les valises, les enfants, c'est horrible pour les enfants, et ils disent, non, c'est un droit. Donc c'est vrai que de faire évoluer, le terme est important. En fait, on ne mesure pas à quel point les mots ont un sens. Le mot résidence, il a un sens. Le mot garde en a un. Le mot droit a un sens. Le mot devoir a un sens. Et je pense que ça aussi doit être pris en compte lorsque l'on écrit des textes. Alors, c'est cette proposition de loi, pour être clair, pour tous ceux qui nous regardent, parce que c'est important encore. Oui, c'est un rapport. C'est un rapport, pardon. Oui. C'est un rapport et qui... La proposition, il y a eu 41... Moi, j'ai fait partie du comité consultatif. Donc on a été plein d'experts et d'associations de terrain, etc., à travailler sur des recommandations. Moi, j'ai beaucoup, justement, travaillé sur cette notion de coparentalité qui est un peu mon sujet. Parce que c'est à la base, c'est sur les familles monoparentales. Je voudrais quand même préciser. Voilà. La mission gouvernementale, c'est sur les familles monoparentales. Ouais. Et effectivement, un des sujets, c'est comment on fait en sorte qu'il y ait moins de familles monoparentales et de parents isolés, et comment on fait pour que le second parent, qui est statistiquement plus souvent le père, s'investissent plus et que donc les mères souffrent moins, soient moins isolées, plus de relais, plus de faculté d'avoir aussi peut-être. Voilà, et les enfants, et par répercussion aussi les enfants. Et, voilà. Donc il y a 41 recommandations et la première, c'est celle-là, c'est la résidence alternée comme étant un modèle automatique qui exclut de facto. Alors c'est rédigé de telle manière que ce soit les violences conjugales avérées.
juridique. Donc, il faudra voir comment cette recommandation est traduite en proposition de loi et comment c'est rédigé. Parce que des violences conjugales avérées, je ne sais pas ce que ça veut dire avéré, moi. Alors ça veut dire quoi? Parce que vous êtes avocate, dit aussi. Je pense qu'elle n'a pas la réponse non plus. Est-ce que c'est un certificat médical? Est-ce que c'est un témoignage? Est-ce que c'est un dépôt de plainte? Est-ce que c'est une poursuite? Est-ce que c'est une procédure pénale? Ou est-ce que c'est une condamnation? Et là, c'est pas la même chose. On est sur une notion un peu compliquée parce que avéré, d'accord, effectivement, est-ce que ça veut dire qu'il faudra une ordonnance de protection par ailleurs ou tout ça? Et après, il faut quand même faire aussi attention avec cette notion de violence, puisque aujourd'hui, il y a quand même des mères qui utilisent des accusations de violence qui n'existent pas pour pouvoir s'attribuer l'enfant. Bon, c'est quand même des cas qui sont à la marge par rapport à des violences qui existent et qui ne peuvent pas être prouvées, comme les violences psychologiques. Et surtout, en fait, il faut penser à toute la période pour rechercher cette fameuse preuve de violence éventuelle, où on connaît beaucoup de cas de familles où on sait qu'il y a des problèmes et la mère est désemparée et doit effectivement amener l'enfant chaque week-end ou chaque semaine chez le père qui potentiellement est dangereux. On a eu des cas effectivement de personnes. Il faut se rendre compte des masses. En gros, on pense qu'il y a à peu près 250 000 situations de violence conjugale par an, et ça c'est pour la partie déclarée, donc dont on a information dans les gendarmeries. Il y a autour de 30 000 condamnations par an. Et quand on parle des ordonnances de protection, qui est une décision du juge d'affaires familiales qui permet d'extraire le conjoint violent du domicile, il y en a à peu près 3 500 par an. Donc par rapport au phénomène de violence conjugale, en fait, les mesures judiciaires, elles arrivent presque jamais. Donc si on se base uniquement sur les mesures judiciaires qui ont été prises, en fait, ça laisse tout le reste des situations de violence qui ne sont pas prises en charge. Mais ça veut aussi dire que, du point de vue de la loi, Elodie Mullan, ça veut dire que le juge, parce que là, encore une fois, c'est un rapport qui amènerait à l'automatisation, si je comprends bien, de cette résidence alternée. Ça veut donc dire que le juge doit motiver un refus d'automatisation, c'est ça? Comment ça se passe aujourd'hui, déjà? Aujourd'hui, le juge, c'est le texte, il va statuer sur la résidence de l'enfant. Le texte dit quand même sur la résidence alternée de l'enfant ou sur la résidence chez l'un ou l'autre des parents. Les parents arrivent avec leur demande, justifient de ce que va être l'intérêt de l'enfant, de leur point de vue, et le juge rend une décision. Donc, l'enfant est écouté ou pas? Alors, si l'enfant demande à être entendu, les parents ont l'obligation, de dire à l'enfant qu'il peut être entendu et tu peux être accompagné d'un avocat. Bon. Et ça, c'est essentiel parce que sinon, les décisions françaises ne seront pas reconnues dans les autres États européens. Ça, c'est l'état actuel? Ça, c'est l'état actuel. D'accord. Ce que l'on nous dit aujourd'hui, c'est que le principe, ça va être la résidence alternée et le juge l'écartera dans des hypothèses qui semblent à la marge. Voilà, pour le coup, à la marge. On a l'impression, et en réalité, ça pourrait se résoudre dans un renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire, on peut considérer que la coparentalité, c'est le principe, et la coparentalité qui va au-delà de l'autorité parentale conjointe, qui pour le coup, là, est quasiment dans tous les cas, parce qu'il faut distinguer les deux. Bien sûr. Et si jamais l'un des parents considère que la résidence alternée n'est pas justifiée, à ce moment-là, de rapporter la preuve que ça ne l'est pas. Moi, si c'est ça, franchement, ça ne me dérange pas. Maintenant, si c'est pour dire non, mais vous discutez pas, parce que en fait, dans le rapport, il semble même dire qu'en cas d'accord des parents, le juge pourrait dire ah bah non, je suis pas d'accord, parce qu'il n'a aucun sens. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui serait motivé? Je sais pas. Ça m'a beaucoup choqué. Je sais pas. Et alors moi, cette recommandation, elle fait pas partie des recommandations que moi j'ai fait dans le cadre des travaux du comité consultatif. Donc c'est vrai que j'ai du mal à la justifier. Et puis à l'inverse, c'est-à-dire que quand on parle de coparentalité, d'investissement auprès des enfants, de résidence alternée, etc., on parle pas des mêmes choses. Si je peux me permettre, on peut revenir un tout petit peu sur la recherche qu'on a aujourd'hui sur la résidence alternée. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est bien pour tout le monde, etc. Aujourd'hui, la recherche en sciences sociales qu'on a, c'est surtout dans les pays anglo-saxons, parce qu'en France, il y a peu de recherche là-dessus. En gros, les recherches, elles nous disent que les enfants qui ont été en résidence alternée, ils vont très bien. Mais c'est comme regarder les résultats du bac d'un lycée privé élitiste. Les résultats sont très bons. C'est pas la question. Oui, surtout en plus, ils sont quand même 12% seulement. C'est ça. Donc, ils sont que... Et puis, il y a un biais de sélection, parce que la résidence alternée aujourd'hui, ça concerne des familles qui s'entendent bien, les parents s'entendent bien, ils sont de CSP++, ils ont la faculté d'habiter à côté, etc. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que en fait, ce qui est important comme facteur de protection des enfants à travers la séparation, c'est deux choses. C'est l'investissement des parents, mais pas forcément de manière égalitaire. C'est le fait qu'ils soient investis dans l'éducation des enfants, la première chose. Et la deuxième chose, c'est le niveau de conflit qu'il y a entre les parents.
Et donc, ce qui est important, c'est pas forcément le mode de résidence, c'est la manière dont les parents travaillent ensemble autour de l'enfant. C'est très important ce que vous dites, parce que ça voulait dire que finalement, l'entente des parents serait peut-être même plus importante aujourd'hui que finalement le mode de résidence. Oui, parce que je finis juste là-dessus. Les études sur la résidence alternée, en gros, les enfants vont bien quand ils ont été en résidence alternée, sauf dans plusieurs situations. Quand il y a des violences conjugales, quand il y a un conflit fort entre les parents, et quand il y a des ruptures relationnelles, soit entre les parents, soit entre les enfants et les parents. Oui, mais attendez, parce que violence conjugale, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que violence conjugale, pour ceux qui nous entendent, ça peut être des violences clairement physiques, mais c'est aussi des violences juste du harcèlement, psychologique, juste de la mésentente. Et ce qui est quand même très fréquent dans les séparations. Non, je pense que la mésentente et les violences, c'est pas pareil. Voilà, je voudrais juste distinguer ça. Je pense, qu'il faut qu'on se mette d'accord, c'est que s'il y a violence, après... Le problème, c'est comment on l'éprouve et à quel degré. S'il y a violence, la résidence alternée n'est pas possible. Bon, ça, je pense que globalement, tout le monde est d'accord. Ouais. Maintenant, la mésentente. La mésentente, ce qui est important, c'est de trouver les causes de la mésentente. Parce que, d'abord, parfois, il y a des mères qui multiplient les causes de mésentente, parce que c'est un moyen de ne pas avoir la résidence alternée. Il y a des mésententes entre les parents, parfois, qui ne les empêchent pas d'avoir le même projet parental. Donc je pense qu'il faut vraiment, sur la mésentente, voir de quoi on parle et ce qui va être apporté au juge. Ça, c'est, à mon sens, extrêmement important. Ce qui est gênant dans ce rapport, ce n'est pas tellement le fait de faire de la résidence alternée un principe et ensuite de décliner autre chose en laissant ça d'abord à la volonté des parents et à l'appréciation des juges sans qu'il y ait des cases qu'on doive cocher. Quand je lis dans le rapport qu'elles ne peuvent, donc ces mesures, être laissées à la seule appréciation du juge ou des parties, sans cadre de référence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans certains cas, personne ne pourrait considérer qu'il n'y a pas de résidence alternée. Ce qui est, un État totalitaire. En fait, aujourd'hui, le juge, alors déjà on a un vrai problème, c'est vrai qu'on en parlait, tant que le juge a 8 minutes pour entendre les parties, autant vous dire que... Oui, mais alors attendez, parce qu'on ne va pas l'éluder, ça, c'est un vrai problème. C'est le problème en fait. Exactement. Le problème, c'est que dans la hiérarchie des normes qu'on a en France, les traités internationaux sont supérieurs à notre droit. Et donc, en la matière, il y a un traité international qui s'applique, qui est la Convention de New York sur les droits de l'enfant, et qui dit que dans toute décision qui doit être prise sur l'organisation de la vie de l'enfant, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit être pris en compte. Et ce texte, il s'impose à nous, il s'impose aux juges, il s'impose à Xavier Iacovelli, il s'impose à tout le monde. Mais l'intérêt de l'enfant qui est vu par qui, par quel prisme, encore une fois. C'est la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on ne peut pas dire l'intérêt supérieur de l'enfant égale résidence alternée dans tous les cas. C'est pas possible. C'est complètement antinomique. Alors j'ai l'impression, vous pour avoir lu, pas avec vos yeux et pas avec votre culture et tout ce que vous savez, effectivement, toutes les deux. Moi, quand j'ai lu effectivement ce rapport, j'ai eu l'impression quand même que cette notion était quand même un peu prise en compte. C'est-à-dire qu'on se disait effectivement, outre violence et autres, a priori, on essaie d'être quand même dans l'intérêt de l'enfant. Mais, ceci étant, il y a quand même des choses qui, moi, me laissent un peu perplexe. Par exemple, l'âge de discernement. L'âge de discernement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à quel moment un enfant, tout d'un coup, est capable de discerner ou pas? Ou à quel moment peut-on dire qu'il est en capacité de discerner? Alors, globalement, on considère qu'à 7 ans, c'est le cas. Sauf qu'il y a des enfants à 5 ans qui sont totalement capables on ne leur demande pas leur avis. D'ailleurs, contrairement à ce qu'elle a l'air de proposer le rapport. Oui. On ne leur dit pas avec qui tu veux vivre. On leur dit comment ça se passe à la maison. Donc ça, en fait, on pourrait le faire avec des enfants beaucoup plus petits. Aujourd'hui, globalement, les enfants sont entendus à l'âge de 7 ans. Mais ce qui nous pose un problème. Oui, parce qu'en fait, ça veut quand même dire peut-être que tu dois choisir entre tel et tel parent. C'est quand même compliqué pour un enfant aussi, ça. En fait, il faudrait que le juge puisse déléguer la parole. Parce que le juge n'est pas... D'abord, le juge n'a pas le temps. C'est pas son boulot. Il est rarement formé. Alors, s'il est rarement formé, pourquoi il va juger, pardon, de cette question complètement primaire, de l'enfance. Oui, d'accord, mais ça veut donc dire qu'effectivement, il faudrait qu'il soit accompagné pour cela. Parce que comment fait-on pour pouvoir à la fois effectivement entendre un enfant sur ses besoins, mais aussi entendre un parent? Parce qu'un père peut dire, écoutez, moi, je me sens pas en capacité en fait de m'en occuper toutes les semaines, enfin une semaine sur deux. Il y en a qui le disent. Et alors, sont entendus dans ces cas-là? Dans ces cas-là, en fait, le juge, il n'est saisi que des demandes. Donc, de toute façon, c'est pour ça qu'il y a des choses très intéressantes dans ce rapport. Oui, mais aujourd'hui, mais dans le cas, effectivement, où cette proposition, ce rapport amènerait effectivement à une proposition de loi, ça voudrait dire que, du coup, de fait, l'automatisation de cette résidence alternée est là, et donc la parole
du père ne serait pas prise en compte? Ça serait remettre en question un principe fondamental de l'office du juge, c'est qu'il est saisi de demandes et qu'il répond de demandes. Le juge, c'est pas inquisiteur qui vient dans la vie des familles et qui va leur dire bon, bah vous allez faire ça. Et puis soyons clairs, des parents qui ont envie d'une résidence alternée, ça arrive. Il est arrivé des cas, notamment quand le consentement mutuel était devant le juge, ou alors quand il y a une convention parentale homologuée par le juge. Aujourd'hui, le juge, les parents disent on va mettre en place ces modalités-là, et le juge dit non, moi je considère que c'est contraire à l'intérêt de l'enfant, je décide autre chose. Ok, les parents ils ont la décision, ils sortent, ils font exactement ce qu'ils ont décidé de faire. Bon, donc c'est pour ça que c'est assez curieux l'idée que les parents pourraient faire des demandes et que le juge pourrait dire bah moi je vais décider autre chose parce que je considère que moi je sais mieux que vous deux quel est l'intérêt de votre enfant. Ce qui est quand même un tout peu ça lunaire. en 9 minutes. Tout ça en 9 minutes. En fait, un JAF a à peu près 8-9 juge aux affaires familiales, a à peu près 8-9 minutes en audience pour rencontrer une famille et décider de son sort, et à peu près 1 heure en tout pour étudier le dossier, faire les démarches administratives, recevoir l'audience, rédiger la décision et faire tout ce qui se passe après l'audience. C'est qu'ils font confiance aux avocats. Bah oui, mais les avocats, par hypothèse, ils ne sont pas d'accord. Enfin, souvent, ils sont pas d'accord. Cela étant, souvent, ils prennent plus que 10 minutes. Hein. Moi, je veux dire, moi, j'ai vu des juges qui, assez souvent, on est à 30, oui, c'est une moyenne. 30 ou 40 minutes. Non, mais on n'est pas là pour taper sur les juges, on est là pour comprendre le système et comprendre c'est comment... surtout pas taper sur les juges. Les juges font ce qu'ils peuvent. C'est surtout qu'on leur met une pression. Il y a trop peu... En fait, cette recommandation-là, si elle était accompagnée de lignes budgétaires importantes sur on augmente le budget des juges d'affaires familiaux pour qu'ils aient plus de temps pour chaque dossier, on met à disposition des familles un dispositif que moi je pratique qui s'appelle le coaching coparental, qui permet aux parents de renouer des liens et de reconstituer une équipe après la séparation. C'est une sorte de médiation? Ça va plus loin que la médiation. C'est une posture différente que la médiation, mais ça va permettre aux parents d'apprendre à communiquer, d'avoir des valeurs éducatives qui soient cohérentes, etc. Ça prend la parole de l'enfant. Le coach, il rencontre l'enfant pour lui demander, en plus que 8 minutes, ce qu'il pense de la situation et puis dans le détail de la manière dont la famille se... Si ce rapport, il prévoyait ces dispositifs-là, mais qui coûtent cher à l'État, ça pourrait être OK. Mais ce n'est pas le cas. Et quand on regarde la loi de finances, il n'y a aucune ligne sur les familles monoparentales et il n'y a aucune ligne sur la justice de la famille. Quand on voit les violences de manière générale faites aux enfants, aux femmes, on parle de familles monoparentales, c'est quand même très très inquiétant. À la fois cette notion de temps, ce manque d'argent. Oui, mais en fait, la difficulté, c'est qu'on est sur plusieurs notions. Oui. D'abord, la place de la femme, dont on dit qu'elle doit être égalitaire et qu'il ne l'est pas pour des raisons qui sont sociales, qui sont sur le regard encore de la société sur elle, sur le fait que les violences sont quand même beaucoup mieux traitées qu'elles ne l'ont été quand elles sont physiques, et encore, moi ça m'est déjà arrivé, j'ai plusieurs clientes qui sont allées plusieurs fois au commissariat, il ne s'est rien passé, où les enfants sont en danger. Une mère en danger, c'est des enfants qui sont en danger. Une mère qui est en danger quand elle est là, c'est des enfants qui sont potentiellement en danger quand elle les confie au père. Donc tout ça, ça doit être traité. Mais en fait, c'est un peu, pour reprendre une expression, c'est un peu les bisounours. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se dire on jette tout. Il y a des choses à apprendre. C'est une façon de pouvoir aussi apprendre et de renverser, moi je trouve. Alors, en plus, c'est même un peu bête de dire renverser le principe, parce qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de principe. Il n'y a pas de principe. En fait, le juge, il a les outils et on lui dit dans le Code civil, c'est la résidence alternée ou c'est la résidence chez l'un ou l'autre. Ce qui va exactement se passer, sauf que là, on a l'air de lui dire, non, c'est la résidence alternée. Bon, quand même, parfois, ce ne sera pas la résidence alternée. Ça ne veut rien dire. On reparle, si vous le voulez bien, 2 secondes de monoparentalité, parce qu'en fait, à la base, comme vous le disiez, effectivement, ce rapport a été fait sur les familles monoparentales, et c'est peut-être aussi une vision qui était importante, d'ailleurs portée aussi par l'ex-premier ministre Gabriel Attal. Peut-être aussi sortir, effectivement, de ces chiffres sur la monoparentalité, dont plus de 80% sont des femmes à la tête des familles en question. On sait que l'argument, comme vous l'avez dit, c'est l'égalité aussi homme-femme, mais la société elle-même est inégalitaire. Et ce n'est pas une nouvelle, ce n'est pas non plus un jugement que je pense, c'est une réalité, ce sont des chiffres. Donc peut-être penser aussi, par le biais de ce rapport, à rééquilibrer le niveau de vie des femmes. Car on sait que les femmes, de facto, à partir du moment où il y a une séparation, perdent 25% de leur niveau de vie. Ce qui n'est pas le cas des hommes, y compris des hommes qui ont la résidence principale de leurs enfants.
C'est-à-dire qu'un papa solo va perdre moins en niveau de vie qu'une maman solo. Non, parce que lui, c'est un héros et elle, c'est normal. Ah, c'est ça. Mais c'est vrai, hein. Ouais. Le père qui a la résidence, c'est genre, waouh, il est super. Et la mère, qui travaille et qui va dire, ok, pour des raisons, on a été construit comme ça. On dit, mieux quel carriériste. C'est ça, on va dire, tant qu'on en est là. Hein. Donc en fait, quelque part, si je vous suis, on peut faire toutes les propositions de loi qu'on veut, tant qu'il n'y aura pas un changement de regard sur la société, sur l'équilibre, effectivement, sur les femmes. En fait, moi, je crois qu'il n'y a pas de loi magique. On n'a pas exactement la même chose. Ouais, c'est là-dessus. Non, mais c'est intéressant, au contraire. Ouais. Moi, je crois qu'il n'y a pas de loi magique. Et encore une fois, je vais aller au Québec. Au Québec, il y a 40% à peu près de résidences alternées. Et dans leur texte, il n'y a pas de priorité à la résidence alternée. Il y a une priorité à l'intérêt supérieur de l'enfant. Point. Sauf que les juges ont plus de temps. Il y a un meilleur système d'aide juridictionnelle. En fait, les avocats en aide juridictionnelle sont salariés de l'État. Donc tout le monde, quasiment, a accès à un vrai avocat pour l'accompagner dans le cadre des procédures. Le coaching coparental est développé et donc les parents ont un vrai soutien dans leur coparentalité. Et donc il n'y a pas eu besoin de décréter la résidence alternée pour qu'elle finisse par arriver. Et moi, je crois plutôt à ce modèle-là, qui est un vrai modèle du care des familles et du soin des familles. Qui est du préventif, en fait, finalement. Qui est du préventif, mais aussi qui est de l'accompagnement une fois que le problème est là. Moi, je crois plutôt à ça qu'à une loi symbolique un peu gadget. Oui, alors le problème, c'est que c'est le principe de réalité. Ça fait des années qu'on demande un budget plus élevé et qu'on ne l'a pas. Et là, il vient même de réduire encore le budget de la justice. Donc, 500 millions, c'est ça de moins oui, je ne sais plus les chiffres en tête, mais ils viennent de le baisser. Donc, de toute façon, on ne va pas vers là. Donc, quand on se dit, on fait quoi ? Moi, je pense, c'est là comme la parité. Mais moi, franchement, quand la parité est sortie, j'ai dit, c'est un gadget, en fait. Et puis, j'ai trouvé ça presque humiliant pour les femmes. Dire il faut une loi pour qu'on soit pareil. Bon. Et en réalité, ça a apporté beaucoup, je veux dire, il y a eu beaucoup d'évolutions sur la place de la femme. Donc je me dis, ok, ça paraît comme un gadget, mais peut-être qu'il faut ça. Déjà pour que les femmes se sentent autorisées à dire, en fait c'est le principe et j'ai pas de raison là, tellement finalement quand j'y réfléchis, de dire non. Donc si jamais on me dit, t'es d'accord, on dit, c'est pas que je suis d'accord, je préférerais avoir mes enfants tout le temps. Parce que globalement, il y a très peu de mères, moi j'ai envie d'avoir mes enfants tout le temps, tout le monde a envie d'avoir ses enfants tout le temps. Mais chez les pères aussi, enfin je veux dire, c'est pas non plus... Oui, mais chez le père, elle peut le dire. La mère, c'est compliqué. Enfin, sauf à l'adolescence où c'est un peu plus compliqué. Mais je plaisante. Mais simplement, qu'elles se disent, ok, non, je préférerais les avoir, mais en fait, j'ai pas de raison majeure. Et souvent, ce qui est très schizophrénique, ce qu'on demande aux parents et aux femmes, c'est que c'est très compliqué au moment de la séparation où c'est très violent, d'essayer de se détacher de ce qu'on est et de sa rancœur et de dire à l'enfant, en fait, ton père est super. C'est un sacré... Et ça aussi, pour ça. Mais je suis d'accord sur l'accompagnement, c'est indispensable. Juste un dernier mot sur le niveau de vie. On parlait des familles monoparentales. L'idée dans les suggestions que vous avez faites, je ne sais pas si elle est portée par vous, du coup, Noémie Kenkins-Sonigo, mais en tout cas, elle fait partie de ce rapport, de la carte parents solo. Favoriser la reconnaissance de leur statut et aussi avoir des aides supplémentaires. Alors, la carte parents solo, c'est une idée qui était portée par Fanta Berete, qui était à la base de cette mission, mais qui, du coup, n'était plus députée après le 9 juin, après la dissolution de l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si elle va avoir le jour, cette carte parents solo. L'idée, c'était une carte sur le modèle de la carte famille nombreuse et qui donne accès à des droits spécifiques. Telle qu'elle est dans le rapport, en fait, c'est plutôt une attestation de la CAF qui reconnaît une situation de famille, mais on ne sait pas à quel droit ça pourrait ouvrir. Ouais. Donc là, à ce stade, on ne sait pas trop... Si c'est une carte qui arrive, mais pour rien, ça n'a pas vraiment pas de sens. Enfin... pardon, sur ce point, il y a quand même parallèlement un amendement qui a été adopté là, sur les pensions alimentaires, sur les pensions alimentaires enfants. Et qui donc permettrait de ne pas déclarer les pensions, ce qui pour le coup permettrait aux femmes, d'ailleurs qui ne sont pas assujetties en général à l'impôt sur le revenu, donc c'est un autre sujet, mais leur permettrait de bénéficier d'aides auxquelles elles n'ont pas droit aujourd'hui, puisque déclarant les pensions, elles ont des revenus trop importants. Ça, sur ce point-là, je pense que c'est le fait de ne pas tenir compte des pensions pour accorder les aides dans l'assiette est une bonne chose. Voilà, en fait, une vraie question, en tout cas, une réflexion sur les familles monoparentales et puis, effectivement, cette résidence alternée, automatisée, donc, qui est portée par le sénateur Xavier Iacovelli, par vous aussi, hein, Noémie. Vous avez fait partie de la mission, un peu. Oui, mais je ne porte pas cette mesure. Je vous charrie. La garde non plus. La garde non plus. Oui, la garde, on a oublié ce terme. Merci à toutes les deux d'être venues sur ce plateau. Noémie Kenkins-Sonigo, fondatrice de Team Parents, Team TEAM, apostrophe parents. Élodie Mulon, avocate en droit patrimonial et ex-patrimonial de la famille. Merci à vous deux. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite.
De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Caroline Reynette. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes autrice et co-metteur en scène de Alice Guy, Mademoiselle Cinéma, ainsi que Lenny Coindo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes co-metteur en scène de cette même pièce et vous partagez l'affiche. Vous êtes comédien aussi. Vous partagez l'affiche avec Jérémy Hamon, que l'on salue évidemment. Cette pièce donc magnifique qui se joue au théâtre de Funambule à Montmartre, à Paris. Non seulement la pièce est formidable, mais le quartier aussi. Donc il faut en profiter. C'est vrai, toujours bien de le dire. Mademoiselle Cinéma, Alice Guy, on connaît bien, lorsqu'on parle du cinéma, souvent des Frères Lumière, de Méliès peut-être pour certains. Assez peu, malheureusement, d'Alice Guy, mais heureusement, vous êtes là pour nous le rappeler. Vous êtes donc l'autrice Caroline Reynette de cette pièce. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui était-elle ? Alors, Alice Guy, c'est celle qui a la première eu l'idée de réaliser un film de fiction. Les Frères Lumière ont eu l'idée d'inventer le cinématographe, la caméra, qui vont poser, mais c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui des documentaires. Or, Alice se dit, en voyant ces petits films, se dit on peut aller plus loin. Il suffit comme au théâtre, puisqu'elle faisait du théâtre, donc elle se dit on peut prendre la caméra et du coup imaginer des histoires. Donc filmer les histoires qu'on voit au théâtre, les histoires qu'elle avait dans la tête, voilà, prendre la caméra et les filmer. Fictionner en fait, c'était la première fiction. Exactement, c'est la première fiction, c'est elle qui la première a l'idée de réaliser une fiction. Et cela très jeune. Et ça très jeune, puisqu'elle a 22 ans à l'époque, elle travaille au comptoir général de la photographie avec Gaumont, qui travaillait aussi comme ingénieur. Ouais. Et donc lui, il voyait plutôt les aspects business, technique, mais pas du tout ces idées de petites histoires animées. Et effectivement, elle voit plus loin et elle voit tout de suite le potentiel artistique de cet instrument. À 23 ans, elle réalise La Fée aux choux, qui part bien de l'idée, je ne suis pas folle, de l'idée qu'effectivement les enfants ne naissent pas dans des choux. Tout à fait, oui, complètement. Hein, c'est cette histoire. Il fallait qu'elle voulait réaliser un petit film de fiction. Ouais. Bon, il n'y avait pas beaucoup de temps, hein, les films étaient très très courts, et du coup, elle a l'idée de partir sur cette histoire que tout le monde connaît. Et oui, et qui plaît énormément. Elle est la première aussi à utiliser la technique du gros plan, si je ne m'abuse, à réaliser un péplum. Oui. Incroyable. Oui. Une femme qui réalise un péplum, on aurait imaginé ça à l'époque? Exactement. Ça, c'est le premier long métrage à l'époque de l'histoire, qui est aujourd'hui un moyen métrage. Il dure 45 minutes. Et effectivement, avec 300 figurants en extérieur, parce qu'il faut s'imaginer ces grosses caméras dans la forêt de Fontainebleau, avec tous ces figurants. Enfin, ça devait être monumental comme tournage et très compliqué d'un point de vue technique. Et effectivement, elle se lance dans cette idée de péplum, qui est aussi la première fois dans l'histoire des films où on a un second plan. C'est-à-dire qu'elle ne traite pas que le premier plan, un peu comme au théâtre, du théâtre filmé. Non, là, il y a des actions qui se passent également au second plan. Donc on a cette idée de perspective et de scène qui se déroule comme dans la vie quotidienne, avec le premier plan et l'arrière-plan, d'autres choses qui vont se mettre en place. Et évidemment, plein de trucages aussi qu'elle a créé avec les autres pionniers du cinéma également, mais qu'on retrouve dans ce péplum, qui est effectivement le premier péplum de l'histoire du cinéma. C'est absolument fascinant. Lenny Coindo, vous connaissiez l'histoire d'Alice Guy? Pas du tout. On a découvert, Caroline et moi, l'histoire de cette femme en même temps. En fait, Caroline avait vu un petit documentaire sur Alice Guy et elle a trouvé l'histoire passionnante. On cherchait à ce moment-là une nouvelle pièce à créer. Et voilà, ça a été le point de départ de cette nouvelle création pour nous. Donc non, on ne connaissait pas du tout, mais personne ne connaît. Enfin, le grand public, en tout cas, ne connaît pas Alice Guy. D'où l'importance, justement, d'avoir écrit et de mettre en scène et de aussi jouer cette pièce, effectivement, Alice Guy, Mademoiselle Cinéma. Je rappelle aussi aux côtés de Jérémy Hamon. Alors, c'est vrai qu'on peut imaginer, enfin, je ne suis pas autrice de théâtre, je n'ai pas cette chance, mais enfin, on aurait pu imaginer 1000 manières de pouvoir l'écrire. Vous avez décidé, je crois, d'en faire une comédie dramatique historique. Je dis je crois parce que je n'ai pas encore eu la chance de la voir et je vais m'y atteler. Pourtant, je travaille à la question. Donc, c'est une comédie dramatique historique. Oui, alors... Pourquoi dramatique? Dramatique, parce que l'histoire d'Alice ne se termine pas très bien. Elle quitte la France pour aller aux États-Unis. Alors déjà, quand elle part de France, elle pense
pense que sa carrière est finie. Elle suit son mari, qui part aux États-Unis, qui est envoyé par Gaumont travailler là-bas. Donc elle pense que c'est fini. Et aux États-Unis, eh bien non, elle rebondit, elle va créer son studio de cinéma. Et qui va être une réussite totale. Elle va être la femme la plus riche des États-Unis. Le studio Solax va créer de nombreuses productions. Donc réussite totale. Mais elle va confier la gestion à son mari, Herbert Blaché. Et ça va être le début de la fin. Il va malheureusement faire de mauvais placements et les ruiner. Donc quand elle revient en France, puisqu'ils vont divorcer, elle revient en France en 1922, elle est complètement ruinée. Très connue aux États-Unis, une femme d'affaires aux États-Unis. Exactement. Qui a vraiment très bien marché. Je crois qu'elle a même créé les premiers studios à New York, il me semble, avant Hollywood. Hein. Oui, alors, les studios étaient avant à New York. Avant d'être Hollywood, elle n'était pas la seule. Hein. Tout le monde était à New York. En fait. C'est là que se passait le business. Et il y avait quelques studios à Hollywood, mais c'était très peu. Tout le monde était sur New York. Donc, comme tout le monde, elle a créé son studio à New York. Mais donc, voilà. Donc, elle se retrouve ruinée et elle revient en France. Donc, c'est dramatique pour elle. Voilà pourquoi dramatique. Et c'est ça qui est très fort, effectivement, que vous avez voulu raconter et mettre en scène également, Aline Coindreau, puisque vous êtes co-metteur en scène de cette pièce. Comment on raconte l'histoire, justement, à la fois de la montée fulgurante et aussi de ses descentes, que tout le monde connaît, mais de manière un peu différente, un peu... Alors, déjà, il faut savoir qu'on s'appuie sur un texte. Donc, j'avais la chance, en tant que co-metteur en scène, de pouvoir m'appuyer sur ce texte très bien écrit de Caroline, où il y avait vraiment cette matière dramaturgique incroyable. Donc, j'ai presque envie de dire que les choses étaient assez évidentes tout de suite à mettre en scène. Donc, voilà, on a travaillé sur cette idée du retour en arrière, du flashback. Donc, on a commencé en 1922, cette pièce. Donc, on est à la fin de la carrière d'Alice Guy. Et puis, on va progressivement revenir au début de sa vie, jusqu'à revenir de nouveau en 1922, qui sera la fin de la pièce. Donc on l'a créé avec une volonté d'allier à la fois l'histoire d'Alice Guy autour du cinéma et d'incorporer ça au théâtre. Donc on y a mis beaucoup de vidéos. On a beaucoup de projections des films d'Alice Guy, on a des montages aussi incroyables qui présentent toute l'histoire de la technique du cinéma, des inventions qui ont été faites. C'est génial. Comment vous avez récupéré? C'est à la fois, évidemment, j'imagine, la famille, ses proches, le CNC, c'est quoi? Alors, il y a beaucoup de choses, d'images qui tournent sur YouTube, ces films non remasterisés, qu'on peut prendre, qui sont en accès libre. Et puis, effectivement, la famille tient une page, un petit blog qui est encore en ligne actuellement, je crois. Enfin, ça fait un moment que j'y suis pas allée. Et là, il y a pas mal d'images d'archives dessus. Et effectivement, on s'en est servi pour la pièce. Alors, nous, on montre des extraits à chaque fois. On ne montre pas de films, même bien sûr, très courts. C'est une pièce de théâtre, quand même. Voilà, c'est une pièce de théâtre. Ça doit rester une pièce de théâtre, mais on voulait montrer quand même bien des sûr, images d'incorporer le cinéma, bien entendu. Alors, je la cite, cette fameuse Alice Guy. Monsieur Gaumont, j'ai une idée. Je vais écrire des petites scènes, les faire jouer par les acteurs et les filmer. Pardonnez-moi, je suis pas aussi bonne comédienne que vous. Prêtez-moi du matériel, vous allez voir, ça va être génial. Ce sont des petites histoires, hein, ce que je disais qu'elle souhaitait raconter, enfin, des histoires du quotidien, finalement, la réalité de ce qu'elle vivait quand elle avait 22, 23 ans, 26 ans. Alice, elle a vraiment cette idée de raconter des histoires du quotidien, des histoires drôles, tragiques, comiques. Et elle va vraiment donner ce mouvement à ce que va devenir en fait l'entreprise Gaumont, qui lui-même au départ n'est que sur la technique. Et grâce à elle, il va devenir l'entreprise Gaumont qu'on connaît encore aujourd'hui, puisqu'on connaît les cinémas Gaumont. Leur fameux slogan, c'est d'ailleurs depuis que le cinéma existe. Ben oui, mais depuis qu'Alice Guy existe aussi, on pourrait y rajouter derrière. Oui, c'est toujours étonnant. Alors, je ne vais pas faire de faux féminisme, etc. Mais enfin, c'est toujours assez étonnant que, pour les prix Nobel, par exemple, ou pour d'autres, on cite souvent les hommes et assez rarement les femmes. Oui. Et heureusement, vous lui rendez à la fois honneur et hommage ici, dans cette magnifique pièce. Pourquoi, déjà, en quoi elle a été avant-gardiste, Alice Guy? On a cité, bien sûr, les premiers débuts, première réalisatrice et autres. Donc, en quoi elle a été avant-gardiste? Et en quoi, finalement, elle a été féministe avant les autres? Alors, outre le fait qu'effectivement, elle soit la première à avoir l'idée de faire un film de fiction, dans ses films, il y a un point de vue féminin. Elle met en avant plutôt des comédiennes.
Et alors bien sûr il y a des hommes, mais c'est vraiment un point de vue plus féminin et avec beaucoup d'attachement aux femmes, à la condition des femmes aussi dans ces films, et surtout dans la période américaine. Dans la période américaine, elle avait aussi eu l'idée, qui malheureusement n'a pas pu se faire, de réaliser des documentaires sur les femmes prostituées. Elle n'a pas trouvé les fonds nécessaires pour faire ces documentaires, mais à l'époque, personne ne faisait de documentaires, et encore moins l'idée de traiter ces sujets-là, qui aujourd'hui, pour nous, ça nous paraît banal, j'ai presque envie de dire. Mais pour elle, le cinéma, le film pouvait être utilisé non seulement pour faire de l'artistique, mais aussi pour traiter de sujets importants. Donc ça, elle est la première à avoir cette vision-là. Et puis après, il y a toute la partie, production, c'est-à-dire le studio. Son studio à New York était le plus beau, le plus moderne. Elle arrivait avec les techniques françaises que n'avaient pas les Américains. Donc ils ont découvert là-bas beaucoup de choses. Lois Weber, qui est connue aux États-Unis, elle a commencé chez Alice Guy. Donc voilà, elle a formé plein de comédiennes, plein de réalisateurs. En France, Louis Feuillade, qui est connu aussi des amateurs de cinéma, il a été formé par Alice. Donc voilà, elle forme toute cette génération de comédiens, de réalisateurs, de producteurs aussi, scénaristes. Donc elle arrive avec... Elle a créé un mouvement, en fait, voilà, très clairement. Elle crée le cinéma, c'est vraiment ça, depuis que le cinéma existe. Une dernière petite question, parce que le temps nous presse. Mélanie Coindot, vous incarnez quel rôle? Enfin, je ne veux pas non plus divulguer la pièce. Alors, comme pour Jérémy, on incarne plusieurs personnages. Voilà. Donc, j'incarne Gustave Eiffel, Louis Lumière, le mari catastrophe, j'allais dire, d'Alice Guy. Mais qui a cru en elle à un moment aussi. Et qui a cru en elle aussi à un moment, au départ, qui a été là. Tout à fait, il a cru en elle jusqu'à un certain point où, à un moment donné, il a fini par être quand même un peu jaloux. Il avait des désirs aussi de mettre en avant ses propres ambitions, et c'est ça qui a ruiné Alice, quoi. Qui a ruiné Alice. Alors, écoutez, courez-y, voilà, je ne peux pas dire mieux. J'y serai aussi d'ailleurs. Au Funambule, le théâtre de Funambule à Montmartre, à Paris, c'est jusqu'à quand? Jusqu'au 10 décembre. Voilà, jusqu'au 10 décembre. Voilà, ça va, on a encore un petit peu de temps, mais il faut quand même, voilà, on y va. C'est tous les jours? Non, les lundis et mardis, à 19h ou 21h, une semaine sur deux. L'horaire change, comme ça, tout le monde peut venir en fonction des impératifs. Ok, merci à vous, Alice Guy, Mademoiselle Cinéma. Une pièce donc de Caroline Rainette qui est avec nous aujourd'hui, mise en scène par Caroline Rainette et Lénie Coindreau, avec aussi, je l'ai dit, Jérémy Hamon. Je crois que j'ai cité tout le monde. Collaboration artistique, Jean-Pierre Hannet. Voilà, je pense que c'est bon. On a tout. Merci à vous d'être venus sur le plateau. Tout de suite, on va retrouver Louisa pour sa chronique. Louisa, dans votre chronique, vous revenez sur la genèse du prix Goncourt suite à l'annonce des 4 finalistes. Bucarest, conférence de presse au Musée national de la littérature roumaine. Ce mardi 22 octobre, c'était l'annonce des 4 finalistes avant de dévoiler le grand gagnant le 4 novembre prochain au restaurant Drouan dans le 2e arrondissement de Paris, restaurant historique où on annonce les prix littéraires Goncourt et Renaudot depuis 1914. Alors on va voir les images des premières de couverture provenant des maisons d'édition respectives. En lice, Madeleine, Avant l'aube de Sandrine Colette, Archipel d'Hélène Gaudy, Jacaranda de Gaël Faye et enfin Ouris de Kamel Daoud. Alors oui, pardon, je suis quand même absorbée par ces couves parce que j'en ai lu 2 d'entre eux. Je ne peux pas dire qui, mais je trouve ça formidable. Quelle est l'histoire du Goncourt, s'il vous plaît, Louisa? Mais je vais vous le dire, Virginie. Alors, quand on pense au Goncourt, on pense littérature, haute société, bourgeoisie, mais remontons à la création du plus prestigieux des prix littéraires français. Alors, sur cette image provenant de l'Académie Goncourt, je vous présente les frères Goncourt. À gauche, Edmond, l'aîné, et à droite, Jules, le cadet. 2 frères critiques et écrivains connus au XIXe siècle, à l'origine du naturalisme, mais ils étaient surtout connus car ils recréaient les ambiances des salons littéraires du XVIIIe siècle, également les dîners d'écrivains. Bref, c'était de réelles références dans l'univers de la littérature. On s'accordait quand même à dire qu'ils étaient misogynes et antisémites. Mais alors voilà, la mort de Jules le plus jeune précipita Edmond de Goncourt à créer la société littéraire devenue l'Académie, car il voulait concurrencer l'Académie française. Cette Académie ne souhaitait pas attribuer l'immortalité aux auteurs,
auteurs. On pense notamment à Balzac, Maupassant ou encore Baudelaire. Le prix Goncourt est donc né à la mort d'Edmond de Goncourt, qui avait précisé dans son testament, d'ailleurs on peut le voir en image, il souhaitait la création d'un projet de fondation d'une société littéraire, par peur de ne pas laisser de traces, mais surtout pour la mémoire de son frère Jules. Alors l'Académie Goncourt fut créée, et je vous passe tous les rebondissements qui ont pu se passer avant cela, l'Académie Goncourt fut créée en 1903 par le testament d'Edmond de Goncourt. Voici ce qu'on peut lire d'ailleurs dans ce testament. Il stipule « Je nomme pour exécuteur testamentaire mon ami Alphonse Daudet, à la charge pour lui de constituer dans l'année de mon décès à perpétuité une société littéraire dont la fondation a été tout le temps de nos vies d'hommes de lettres, la pensée de mon frère et la mienne. Voici comment est né le prix Goncourt. Autrement dit, c'est une histoire de famille. » Alors, quels sont les critères de participation au prix Goncourt? Alors aujourd'hui, il faut écrire en français, avoir un éditeur francophone, être distribué en librairie. L'éditeur doit envoyer un exemplaire à chaque membre du jury à la rentrée de septembre et le roman doit apparaître dans les librairies, sur les étagères, dès la première semaine de septembre. S'en suivent les sélections. 15, 8, puis 4 finalistes avant l'annonce du gagnant par le secrétaire général de l'Académie Goncourt. On voit sur cette image provenant du compte X de l'Académie Goncourt la dernière délibération qui a donc eu lieu mardi. Comme souhaité par Edmond de Goncourt, le jury bénévole est composé de 10 hommes de lettres. Alors il parlait d'hommes de lettres, mais aujourd'hui il y a des femmes au sein du jury. Effectivement, c'était ma remarque. On le précise tout de suite. Pour les votes, c'est un scrutin oral durant les 10 premiers tours. On parle de majorité absolue. Ensuite, relative entre le 11e et le 13e tour. Et alors, si jamais il y avait égalité, eh bien la voix du président compterait double. Alors, qu'est-ce que gagne finalement le grand gagnant du prix Goncourt? Eh bien, symboliquement, un chèque de 10 €. Mais le site de l'Académie précise, je cite, que le Goncourt fait vendre. Les tirages du roman sont immédiatement très importants et les traductions à l'étranger assurées. Et puis honneur et prestige, évidemment, quand même. Hein. Il existe d'autres prix Goncourt? Totalement, pléthore même. Prix Goncourt, je vais vous les citer. Prix Goncourt lycéen, de la nouvelle, du premier roman, de la biographie Edmond de Charleroux, des détenus ou encore de la poésie Robert Sabatier. En 2023, le Goncourt fut attribué à Jean-Baptiste Andréa pour son roman Veiller sur elle. Mais si toutefois vous vouliez en savoir plus sur les frères Goncourt, eh bien vous pouvez trouver l'œuvre de Pierre Ménard, l'écrivain, qui a publié un ouvrage en 2020 intitulé Les infréquentables frères Goncourt aux éditions Talendier. Oui, car les frères Goncourt n'étaient pas appréciés de tous. Puisque vous en avez dit juste avant, effectivement, on peut comprendre. On peut comprendre. Ouais. Et sinon, on se donne rendez-vous le 4 novembre pour l'annonce du prix Goncourt chez Drouan, à Paris, dans le 2e arrondissement. Merci beaucoup, Louisa. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. Et en termes de représentation, vous pensez aussi que le travail doit se faire dès l'école? La sensibilisation, il faut aller dans les écoles, il faut parler aux élèves. Ah oui, bien sûr, mais sauf que on le fait nous-mêmes à la PPT, sauf que c'est un travail. Hein. Il y a beaucoup d'écoles en France et beaucoup d'enfants à sensibiliser. Mais plus on est sensibilisé tôt à la différence, plus on l'intègre, mais sans en faire quelque chose non plus d'exceptionnel, d'idéalisé ou autre. C'est juste inscrit dans le paysage de l'enfant, et en fait, c'est beaucoup plus fluide comme intégration. Mais le problème, ce raisonnement vaut aussi pour tout ce qui se passe à la télé. Si on milite et on défend le fait qu'il faut qu'il y ait une plus juste représentation du handicap à la télé, c'est parce que précisément, ça structure le regard de l'autre. On est habitué à le voir, mais sans en être conscient. On se dit pas, ah tiens, il y a telle et telle personne ou acteur de petite taille qui passe sur France 2 ou sur Canal+, c'est beaucoup mieux. Non, c'est juste, on le voit, ils investissent le paysage audiovisuel, et forcément, ça, cognitivement, je dirais presque, cognitivement, ça nous éduque et ça travaille et ça change notre perception. Et il en est de même pour les sensibilisations. Maï Traoré, il y a un dernier point qui revient quand même assez régulièrement, auquel vous êtes extrêmement attaché, vous en parliez déjà dans votre précédent livre, c'est les questions de laïcité, c'est la pression, pression croissante autour de ces questions-là, dites-vous? Absolument. Elle se manifeste comment concrètement? Par des petites choses qu'on n'observe pas, par des attaques à la laïcité au quotidien et auxquelles on n'accorde peut-être pas d'importance. Par exemple le non-respect de la circulaire de mars 2004, c'est-à-dire pouvoir porter des signes religieux, venir à l'école, refuser par exemple de se découvrir, refuser lorsqu'on part dans les sorties d'y participer, etc. Or, moi, mes enseignants, et notamment les professeurs que j'ai pu interroger, m'expliquent une chose formidable, c'est qu'ils me disent que
c'est une protection. Cette laïcité à la française est une exception à la française, laquelle nous ne devons en aucun cas céder. Donc, dans mon établissement, c'est le professeur d'anglais, c'est le professeur d'art appliqué, c'est le professeur de maths, c'est le professeur d'histoire et géo, bien évidemment, mais c'est aussi les professeurs d'atelier qui pratiquent la laïcité au quotidien. Et nous n'attendons pas une journée ou un événement ou un incident pour pouvoir parler laïcité. Nous mettons la laïcité dans le cœur du projet d'établissement de septembre à juin. Et ça a été aussi l'occasion, lors de l'auto-évaluation et de l'évaluation externe, de le mettre en pratique par le coaching, justement, et par la prise de parole et par les formations. Quelles sont les principales mesures budgétaires, justement, dont on parle et qui ont été supprimées? Quel impact direct aussi ça pourrait avoir, tout ça, sur les startups? Oui, exactement. Alors, la première chose à savoir, c'est que le crédit impôt innovation qui permet aux entreprises de moins de 250 personnes de bénéficier de réduction d'impôt de 30% sur leur R&D supprimé. Et c'est un dispositif qui était utilisé par 45% des startups françaises, qui est assez énorme. Et la suppression aussi de l'exonération des charges patronales pour les jeunes entreprises innovantes, qui était bénéficiée aussi par 50% des entreprises en France, ce qui est assez énorme. Effectivement. Quel est justement, comment vous interprétez ces décisions concernant la suppression de ces dispositifs de soutien? Je pense que malheureusement, c'est la suite logique de ce qui s'est passé depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron, à savoir mettre la France en orbite sur les startups, vouloir avoir pas mal de licornes aussi. Là, on en est à 25, 26, quelque chose comme ça. Donc, la résultante de tout ça, ça a été la BPI qui a fait pas mal de startups en France, notamment. Merci. Je vous en prie. Mais en fait, la résultante, c'est que on est dans un écosystème français qui est principalement dopé d'une certaine façon par la finance publique. Donc, en fait, on cherche de l'argent autre part maintenant, potentiellement avec des VC, des fonds de private equity ou autres. Mais le switch va s'opérer, je trouve, de manière assez brutale maintenant. La scolarisation des enfants handicapés et aussi sur la scolarisation des enfants de petite taille qui, eux, pour le coup, n'ont pas de souci de compréhension parce qu'on a beaucoup d'enfants. Mais par contre, nous, on a un souci avec encore des écoles qui estiment que quand on est de petite taille, on doit être aussi dans ce qu'on appellerait une école plus adaptée. Donc pas le cursus classique. Parce que le corps professoral va peut-être vous dire dès le début, ah bah c'est compliqué. Parce qu'il n'y a pas que les enfants qui ont des problèmes de perception alors. On n'a jamais eu d'enfants de petite taille, soit quand on rappelle qu'en fait la loi de 2005, c'est pas une question d'enfants de petite taille ou autre, c'est que tout enfant français a accès à l'éducation et a accès à l'école comme on l'entend ou autre. Donc tous les enfants de petite taille doivent aller à l'école et ça c'est le principe même de la loi de 2005. Mais malheureusement on a encore quelques cas de figure, ils se font de plus en plus rares parce qu'il y a des pouvoirs publics derrière qui travaillent quand même sur ces sujets, mais ils existent encore. Et sur quel argument ? Sur l'argument de la différence, en fait. Sur l'argument de la différence, parce qu'en termes d'assimilation... Ah non, mais il n'y a pas de problème, puisque ça ne touche pas, on va dire les choses franchement, ça ne touche pas aux capacités... Le nanisme ne touche pas aux capacités intellectuelles de l'enfant. Après, il peut avoir d'autres troubles, ce qui est possible. Il peut aussi être dans un environnement familial qui soit fragile, qui implique d'autres troubles qui ne sont pas à négliger. Ça, c'est pas à négliger. Mais pour autant, ce n'est pas la résultante de la maladie dont il est porteur. Le nanisme ne touche pas à la base, à l'origine, sur les capacités intellectuelles de la personne. Je commence par les élèves parce que pour vous, c'est le cœur du métier. Je vous cite, les élèves sont ma priorité absolue. Le reste passe après. Le reste, c'est-à-dire le travail administratif qui m'incombe, renvoyé à mes fins de journée une fois les jeunes partis. Ce qu'on dit rarement, ce que vous racontez dans le bouquin, c'est que chef d'établissement, c'est pas 40 heures ou encore moins 35 par semaine, c'est 70. Ah bah il n'y a pas d'heure. C'est ça, voilà. Il n'y a pas d'heure. Très honnêtement, un chef d'établissement, ça travaille quand tout le monde est parti ou quand les élèves ne sont pas arrivés. Et le reste du temps, ça gère les urgences. Quand les élèves sont là, quand les personnels sont là, on est disponible H24 pour eux. Et quand je dis H24, vous voyez, le lapsus, c'est-à-dire qu'on est vraiment en contact permanent. On répond aux appels, on répond aux mails, on traite les urgences et surtout on est présent quand l'élève, lui, est présent. Et quand les personnels sont présents. Parce qu'il y va effectivement de la sérénité du temps scolaire et du volume horaire ouvert du lycée. C'est important.
Quel regard vous portez, Elisa, là-dessus? Quel impact ça pourrait avoir, en tout cas, sur l'économie française et puis sur l'esprit d'entreprendre aussi, qui était plutôt caractéristique, c'est vrai. Quand on regarde les médias internationaux, depuis 2017, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, on parle beaucoup de cet esprit d'entreprendre, ces Startup Nation. Qu'est-ce que tout ça va devenir? Je pense que déjà, comme le soulignait Alexandre, c'est aussi un changement de priorité de la part du gouvernement, puisqu'effectivement, il faut équilibrer un peu les déficits. Et donc, on va chercher de l'argent là où on peut. Et comme vous le disiez, vous, il y a un instant, c'est que jusqu'à présent, on a plutôt bénéficié d'un appui assez fort du gouvernement du côté de la French Tech. Si on prend par exemple l'exemple à l'étranger, quand il y a eu des crises sur ces sujets-là, le soutien il a été égal à ce qu'on peut avoir aujourd'hui en France. On peut se dire que l'herbe est plus verte ailleurs, mais la réalité c'est que finalement les entrepreneurs de certains pays voisins ont pu se tourner vers la France au cours des dernières années et se dire qu'on était plutôt très bien accompagnés. Maintenant, les conséquences que ça va avoir, la réalité c'est que ça va surtout mettre les startups françaises en difficulté face à la concurrence internationale. Ça va certainement aussi baisser l'attractivité de la France. Et puis, ça peut avoir des conséquences sur l'économie à une échelle beaucoup plus large. Voilà, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Louisa. On vous retrouve, j'espère, très vite. À la semaine prochaine. Ben voilà. Réalisation Xavier Sanchez. Le son, c'est Sully. Le maquillage, Laure Audemont, Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée à tous et à lundi. Ciao.